une bonne soirée en notre compagnie. À toi, Olivia. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue donc dans cette troisième Agora Amnesty consacrée à notre campagne Protestons. Donc moi, je suis Olivia. Je suis chargée de campagne sur le droit de protester, la liberté d'expression chez Amnesty International. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Arnaud Perutti, qui est le directeur de la Ligue des droits humains et qui s'y connaît un petit peu sur le sujet. Donc, dans un premier temps, il va nous expliquer et nous parler qu'est-ce que c'est la désobéissance civile, dans quel cas on l'utilise, pourquoi c'est un outil important de manifestation et quel est l'état de ce mode d'action aujourd'hui. Donc je vais lui laisser la parole et on aura aussi l'occasion d'aborder un peu un cas d'actualité vu que pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a 14 activistes de Greenpeace Belgique qui sont actuellement poursuivis pour une action de désobéissance civile et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, je lui laisse donc la parole. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Mais donc, ravi de discuter avec vous de ce concept de désobéissance civile, qui n'est pas du tout une idée nouvelle, hein. C'est quelque chose de vraiment très ancien. On en trouve déjà des traces dans la littérature grecque. Si vous souvenez d'Antigone, de Sophocle, c'était déjà la première grande figure de désobéissance au nom de valeurs supérieures, puisque toute l'idée de la désobéissance civile, ça va être de violer la loi, mais dans un contexte dont on va parler, au nom de valeurs supérieures, c'est vraiment ce qui traverse en fait l'idée de désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile, avant vraiment de venir sur une définition, ça pose quoi? Ça pose la question de la loi juste, en fait. C'est pas parce qu'une loi a été adoptée valablement selon les formes prescrites par un Parlement qu'elle est forcément juste. Et on a vu, malheureusement, l'exemple qu'on cite toujours, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale, où les lois nazies étaient formellement correctes, adoptées par le régime nazi, mais pour autant, évidemment, elles violaient à peu près tout ce qu'il est possible de violer en matière de droits humains, et donc elles étaient profondément injustes. Et donc, ça touche vraiment la question de la désobéissance civile à la question plus large de la philosophie politique qui est fondamentalement pourquoi au départ on obéit à la loi. On pourrait prendre la question à l'envers, ça viendra peut-être dans la discussion tout à l'heure. À certains moments, on pose un acte de désobéissance, mais aussi on peut se demander en amont pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on obéit à la loi? Est-ce que c'est la crainte de la sanction? Est-ce que c'est parce qu'on adhère au processus? Est-ce que parce qu'on trouve qu'elle est légitime? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Alors, je vous disais des grandes figures historiques, vous en avez certainement en tête, tous et toutes. Antigone, bien sûr, mais aussi Henri Thoreau, si vous vous souvenez, aux États-Unis, première moitié du XIXe siècle, qui protestait à la fois contre la guerre au Mexique et contre l'esclavage. Donc, il refusait de payer une partie de ses impôts. Il avait déduit ce qu'il estimait la partie de ses impôts qui finançait la guerre au Mexique. Il avait, de son propre chef, décidé de déduire ça des impôts qu'il allait payer en dénonçant ça. C'était une manière, évidemment, de protester. Gandhi, évidemment, s'est beaucoup inspiré de Thoreau. Martin Luther King, tous les droits civiques aux États-Unis ont beaucoup pratiqué la désobéissance civile. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est finalement, aussi parce que je suis juriste de formation, c'est est-ce qu'il y a un droit à la désobéissance civile? Et la réponse est très clairement non, pas tant que tel. Vous ne trouverez dans aucun texte un droit à la désobéissance civile, ni dans la Constitution belge, ni dans les lois, ni dans la Déclaration universelle, ni dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de droit à la désobéissance civile, mais il y a des choses qui s'en rapprochent. Dans certaines constitutions françaises après la Révolution, il y avait notamment un droit de résistance à l'oppression. Et c'est cette idée que si le gouvernement ne remplit plus son rôle de protection du peuple et de mener les affaires de la cité de manière correcte, eh bien, et opprime le peuple, eh bien, le peuple avait un droit de révolte contre cette oppression. Il était, d'une certaine manière, délié de son obligation de respecter la loi, puisque la loi elle-même devenait injuste. Donc, pas de trace en tant que telle de la liberté, enfin, de droit à désobéir, mais par contre, en fait, elle est couverte par d'autres droits qui, eux, par contre, sont vraiment protégés, et tu l'as mentionné, notamment le droit à la liberté d'expression et le droit de manifester. En fait, la désobéissance civile est un peu à la croisée des chemins de la liberté d'expression et du droit de manifester. On y reviendra tout à l'heure à travers des exemples. Donc, il y a quand même une forme de protection, même si ça n'existe pas tel quel dans les textes. Et d'ailleurs, certains juges, certains tribunaux ont reconnu le droit à la désobéissance civile au nom de ces principes, de ces droits de liberté d'expression et de manifester. Alors, des exemples plus récents, il y en a beaucoup, hein, vous en connaissez certainement aussi. Historiquement, tout ce qui touche au climat a beaucoup suscité d'actions de désobéissance civile. Je pense aux OGM,
mais aussi des actions antinucléaires, des actions qui touchent le droit des migrants avec des blocages de centres fermés pour empêcher les expulsions, des gens qui se lèvent dans les avions pour empêcher, pareil, les expulsions de migrants dans les avions civils. Et plus récemment, on a, en tout cas médiatiquement, beaucoup entendu parler des cas d'action climatique. Une récente, c'est Code Rouge, évidemment, qui a fait beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup d'actions aussi plus ou moins médiatisées, plus ou moins visibles, lancer de la peinture sur un tableau protégé par une vitre, ou bloquer telle ou telle activité. Les zones à défendre, les fameuses ZAD, ça rentre aussi dans la désobéissance civile. Et puis le cas de Greenpeace que tu mentionnais, sur lequel on reviendra, d'activistes qui font vraiment le pas d'entrer dans une propriété privée et d'assumer une action de désobéissance civile. Alors, comment est-ce qu'on a défini la désobéissance? C'est la seule chose que je vous lirai pendant le petit quart d'heure, 20 minutes de présentation, mais c'est une définition intéressante qui vient de John Rawls. John Rawls, c'est un philosophe politique américain qui était très connu, qui est décédé maintenant, et qui, dans les années 70, a écrit un livre qui s'appelle Théorie de la justice, et qui a été énormément commenté, diffusé, qui a suscité beaucoup oui, une école vraiment de pensée, soit parce que les gens adhéraient, soit parce qu'au contraire, ils s'y opposaient. Alors, comment John Rawls définit la désobéissance civile? Je vous lis et puis on reviendra sur les différents éléments. Il dit que c'est un acte public, non violent, décidé en conscience mais politique, contraire à la loi, par définition, et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Donc ça, c'est la définition de base de John Rawls. Alors, les différents éléments que comprend cette définition, la première chose, c'est que c'est contraire à la loi. Et ça, par définition, si on parle de désobéissance civile, il faut que ce soit contraire à la loi. Il faut qu'on viole une loi, un règlement, la loi au sens large. Parce que sinon, on ne parle pas de désobéissance civile, on parle d'autre chose, mais pas de désobéissance civile. Et la particularité, je vous disais, ce n'est pas un hasard qu'on ne trouve pas de droit à la désobéissance civile dans les textes, parce qu'en fait, le droit ne peut pas autoriser la désobéissance civile. Ce serait quelque part scier la branche sur laquelle il est assis ou se saboter, s'auto-saboter. Le droit, par définition, il est applicable à tout le monde, en principe, en tout cas, dans les textes, il est applicable à tout le monde, dans les mêmes conditions, partout, tout le temps. Donc le droit belge s'applique sur l'ensemble du territoire belge, à toute personne sur le territoire belge. Le droit ne peut pas décider qu'à certains moments, on pourrait désobéir. Alors, il y a quelques exceptions, mais qui sont assez rares, dans le code pénal notamment, et qui sont très strictement encadrées. Je pense par exemple à la légitime défense. Vous pouvez éventuellement frapper quelqu'un, ou voire même dans les cas extrêmes, tuer quelqu'un, ce qui est évidemment une violation flagrante du droit à la vie, donc c'est totalement illégal. Mais si c'était pour vous défendre, à des conditions très strictes, c'est acceptable. C'est une cause d'excuse ou de justification devant un tribunal qui est recevable. Et une autre cause intéressante, c'est l'état de nécessité. Et l'état de nécessité, l'idée, c'est que face à un danger encore plus grand, un péril plus grand, vous pouvez éventuellement commettre une infraction pour sauver les meubles quelque part. L'exemple qu'on donne aux étudiants en droit, c'est vous voyez une maison en feu, la maison de votre voisin prend feu, et bien vous pouvez éventuellement pénétrer sur sa propriété, casser un carreau pour essayer d'éteindre le feu qui démarrait dans sa cuisine dans son absence. Vous commettez une infraction, mais c'est pour protéger la maison de votre voisin. Et c'est pas un hasard si je cite cet état de nécessité, parce que c'est quelque chose, on y reviendra, qui est pas mal invoqué aujourd'hui par les activistes climatiques pour dire qu'il y a vraiment une nécessité, en fait. On est vraiment dans l'urgence, là. Et donc, c'est une manière d'essayer d'échapper aux sanctions quand ils sont poursuivis après des actions de désobéissance civile. Donc, contraire à la loi, ça veut dire que, le droit ne peut pas autoriser la désobéissance civile, mais ça veut aussi dire que le juge, si vous êtes poursuivi parce que vous avez commis une action illégale et que vous arrivez devant un juge, le juge, en principe, doit vous condamner, il doit appliquer la loi. Alors, ça, c'est dans une vision très classique, le juge applique la loi, mais en réalité, on se rend compte, et heureusement d'ailleurs, que les juges ont quand même un peu plus de marge de manœuvre que ça. Ils peuvent tenir compte de circonstances, ils peuvent tenir compte des motivations, soit dans la peine, soit même pour excuser complètement quelqu'un, au nom de la liberté d'expression, au nom de l'état de nécessité éventuellement. Donc il y a quand même une marge de manœuvre pour les juges qui parfois, par des jugements assez progressifs, peuvent même devenir des acteurs eux-mêmes du changement social. En fait, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et dernier élément sur cet acte contraire à la loi, il faut garder en tête aussi que les actes qu'on pose en désobéissant, ils peuvent être directs ou indirects. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez désobéir directement contre la loi que vous contestez. Rosa Parks, dans les années 60, quand elle s'assied, une activiste noire américaine dans le sud à Birmingham, quand elle s'assied dans un bus volontairement en étant noire dans les places réservées aux Blancs, elle commet un acte de désobéissance civile, mais elle viole directement la loi qu'elle conteste, qui est la loi de ségrégation
dans le sud des États-Unis à cette époque-là. À l'inverse, quand Code Rouge ou d'autres mouvements bloquent un carrefour pour protester contre telle politique ou contre tel acteur, Total en l'occurrence, pour prendre un exemple récent, évidemment, ce n'est pas les lois de la circulation qui sont violées, qui sont contestées autour de ce rond-point qui est bloqué. C'est juste une manière d'attirer l'attention et de créer un rapport de force et de la visibilité. Donc là, c'est beaucoup plus indirect comme forme de désobéissance. Alors, deuxième élément de la définition, c'est un acte qui doit être décidé en conscience, mais politique. Pourquoi est-ce que Rawls il insiste là-dessus? C'est pour distinguer la désobéissance de l'objection de conscience. C'est un truc qu'on a un peu perdu, encore que ça revient un petit peu sur certains sujets. L'objection de conscience, historiquement, dans nos pays, c'était fortement lié au service militaire. Hein. Les objecteurs de conscience refusaient de faire le service militaire. Mais la différence, c'est que l'objecteur de conscience, il dit, écoutez, moi, je ne fais pas mon service militaire, mais je ne vous demande pas de changer la loi sur le service militaire. Moi, je ne le ferai pas, et je ne vous demande pas de changer la loi. Alors que la désobéissance civile, ça va être non seulement je ne le fais pas, mais je vais faire en sorte d'essayer d'abolir le service militaire obligatoire parce que je trouve ça profondément injuste. Et donc, il y a une dimension plus politique. Dans l'objection de conscience, c'est vraiment, ça part d'une dimension individuelle, une révolte individuelle, mais on ne demande pas forcément que ça change au niveau collectif. Alors, en lien avec ça, dans la définition, il faut aussi que ce soit un acte public, donc collectif. Et c'est justement cette dimension collective, politique, qui est intéressante dans la désobéissance civile, qui oblige aussi à un effort de pédagogie. Quand on commet un acte de désobéissance civile, d'abord, c'est rarement tout seul, ça peut arriver, mais c'est rarement tout seul. L'idée, c'est quand même de fédérer autour de soi. Et donc, ça implique de la pédagogie publique, de la communication, peut-être via les médias, via les réseaux sociaux aujourd'hui, et pour essayer, l'idée vraiment de rallier le plus grand nombre de personnes possibles à sa cause, puisque au bout du compte, on viole la loi, et qu'il y a toujours ce petit danger de regard un peu suspicieux sur la désobéissance civile en disant oui, mais enfin, si la personne désobéit à la loi, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anarchie? Puisque si tout le monde commence à décider quelle loi il applique et quelle loi il décide de violer, est-ce qu'on n'est pas à deux doigts de l'anarchie? Et en fait, non, si vous emballez, si vous arrivez à argumenter la raison pour laquelle vous désobéissez et l'objectif que vous poursuivez, on n'est pas du tout dans l'anarchie, on est avec un objectif précis, expliqué, et qui peut espérer rallier les gens à la cause. Alors, l'objectif, évidemment, c'est un élément essentiel de la définition. L'objectif, c'est quoi? C'est soit de changer une loi ou d'abolir une loi, soit de changer une politique ou une pratique du gouvernement. Donc, ça peut être ou forcer à l'adoption d'une loi. Ça peut être, par exemple, en matière climatique, de forcer à avoir une loi contraignante pour atteindre des objectifs en matière de climat. Ça peut être d'abolir une loi qui, dans certains pays encore, criminalise l'homosexualité. Voilà. Ou une pratique du gouvernement. On veut que le gouvernement arrête d'expulser des sans-papiers en Belgique vers des pays où ils arrêtent tout court de les expulser d'ailleurs, de manière générale, mais encore plus vers des pays où ils risquent de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Ça, c'est vraiment la définition de base. Si vous avez été attentif et attentive dans ce que j'ai dit, il y avait un élément aussi, c'était l'élément non violent dans la définition de Rawls. Et ça, évidemment, c'est plus discuté et plus discutable, à mon avis, parce que qu'est-ce qu'on met derrière violence, en fait? La violence des uns n'est pas forcément la violence des autres. Alors, il y a des actes sur lesquels on s'entendra tous et toutes pour dire que c'est violent. La violence physique contre des personnes, c'est évidemment de la violence. Mais il faut aussi voir que parfois, des situations sociales sont extrêmement violentes. Les contraintes sociales qui pèsent sur les gens, suite à une politique du gouvernement, peuvent être extrêmement violentes. Et donc, il faut relativiser, contextualiser cette notion de violente. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que ce soit non violent, à mon avis, n'est pas une condition de légitimité de la désobéissance civile. On peut peut-être garder ça pour la discussion tout à l'heure, parce que je suis bien conscient que c'est une ligne assez fine, hein, et que déjà de base, à mon avis, toute action non violente est préférable à une action violente de manière générale. Mais aussi, on peut se demander si c'est vraiment une question de principe ou si ce n'est pas une question fondamentalement plus stratégique. Alors, finalement, comment est-ce qu'on pourrait résumer la désobéissance civile au vu de cette définition? On pourrait dire que c'est une action publique, qu'elle est certes illégale, mais qu'elle est nécessaire en démocratie à certains moments, parce que contester une règle ou une politique de manière publique va en fait forcer à réfléchir sur le fondement de cette règle, pourquoi elle est là ou pourquoi elle n'est pas là si on demande l'adoption d'une règle, et donc force en fait un débat public
sur la question. Et c'est bien ça l'objectif ultime, enfin l'objectif intermédiaire plutôt de la désobéissance, puisque l'objectif ultime, c'est de modifier une pratique ou de faire adopter ou d'abolir une loi. L'objectif intermédiaire, c'est de mettre la question dans l'agenda politique, en fait, ou de faire remonter la question si elle était loin dans l'agenda politique. À un moment, de faire pression, soit sur une entreprise, soit sur un gouvernement, en disant, voilà, on va continuer nos actions jusqu'à ce que vous vous empariez sérieusement de la question. On a l'impression que pour l'instant, elle n'est pas vraiment adressée, cette question. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que la désobéissance civile, elle n'est pas hors sol, elle s'inscrit dans une continuité d'actions qui peuvent être soit légales, c'est ce qu'on a déjà un peu mentionné, hein, donc des manifestations, mais aussi des pétitions, des articles. C'est tout ce qu'on fait, tous et toutes, vous à Amnesty, nous à la Ligue, ou dans n'importe quel groupe militant, c'est essayer de saisir la presse, essayer de faire signer des pétitions, essayer d'interpeller le monde politique, faire des manifestations, des happenings, éventuellement des appels au boycott. Tout ça, ce sont en fait des moyens d'expression légaux pour essayer de faire entendre une cause. Et puis, de l'autre côté du spectre, il y a des modes d'action qui sont illégaux. Là, je pense à des actions directes beaucoup plus radicales qui peuvent être parfois très violentes. Et donc, la désobéissance civile se situe entre les deux, en fait. Et donc, oui, l'idée centrale, mais ça je vous l'ai dit, l'idée centrale, c'est vraiment de faire remonter le sujet dans la pile de l'agenda politique et médiatique. Donc, il y a quand même des questions stratégiques qui peuvent se poser autour de la désobéissance civile. La question de la non-violence, je vous l'ai dit, ça peut être une question vraiment stratégique. Est-ce que jusqu'où on est prêt à aller dans ce type d'action? La question de l'acceptation des sanctions. Il y a aussi des différences de vue là-dessus. Pour certains, en fait, il faut accepter, si on se met dans une situation de désobéir, eh bien, il faut accepter les sanctions. Ça fait partie du concept même de désobéissance civile. Là où d'autres vont dire, bah non, en fait, si nous on conteste telle politique, on ne voit pas pourquoi en plus on se ferait condamner au nom de cette politique. Il n'y a pas de raison. Donc, il est tout à fait légitime de chercher à éviter la sanction par des moyens, soit de s'enfuir, soit. Mais par contre, ça peut être une stratégie aussi. Ça peut être une stratégie de se laisser poursuivre, d'arriver devant un tribunal parce que ça déplace le débat de la sphère médiatique, ça le déplace dans un tribunal. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça amplifie, ça donne un écho médiatique important parce que dès qu'il est question de condamner des gens, bien souvent, la presse va être là, ça donne l'occasion d'interview avant l'audience, après l'audience, ça donne des images, donc ça fait vivre le sujet. Et en même temps, c'est pas toujours évident parce que, en fait, fondamentalement, un tribunal, une salle d'audience n'est pas faite pour des débats politiques. Il y a moyen de les amener à la marge, il y a des juges qui vont laisser plus ou moins la discussion autour de ces questions, mais si nous tombons sur un juge qui vraiment a envie de rester sur le droit pur et sur les infractions qui sont commises, il ne pourrait pas laisser la place à ce genre de discussion. Et donc, une salle de tribunal n'est pas toujours, parfois ça peut l'être, mais n'est pas toujours le meilleur endroit pour discuter de ce genre de sujet. Une autre question stratégique, c'est la question du dernier recours. Pour certains, la désobéissance civile, c'est vraiment l'arme du dernier recours. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait d'abord des pétitions, des manifestations, des interpellations, des interviews, des cartes blanches, avant d'avoir recours à la désobéissance civile. Et là, moi, ce que j'aurais envie de répondre, mais ça aussi, ça peut être un sujet de discussion, c'est de se dire, oui et non, effectivement, on peut tenter des choses avant, mais d'abord, dans certains cas, il y a un degré d'urgence qui fait qu'on n'a pas toujours le luxe d'attendre. Et puis surtout, épuiser les voies légales de protester, d'expression, c'est compliqué parce que c'est pas épuisable en fait. On peut toujours faire une manifestation de plus, on peut toujours publier une carte blanche en plus, on peut toujours essayer de faire un plateau télé en plus, une conférence. Donc c'est proprement inépuisable. Et donc il y a un moment où on se rend compte que ça n'a pas d'effet et qu'il faut bien passer à autre chose. Alors la question évidemment, quand est-ce qu'on a recours à la désobéissance civile? Ça c'est une question plus délicate. C'est difficile de répondre de manière globale. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, en fonction d'un contexte aussi. Le contexte d'une démocratie occidentale n'est évidemment pas du tout le même que le contexte d'une dictature dans d'autres pays du monde. Donc, il faut bien avoir conscience de ça aussi. Là, on a le luxe de pouvoir parler de désobéissance civile en démocratie. Ce n'est pas le cas partout. Il faut évaluer au cas par cas. Alors, les éléments à prendre en compte dans cette évaluation, pour moi, c'est d'abord l'inscrire dans une démarche plus large, avec une demande précise. Ça ne sert à rien de se lancer dans une démarche de désobéissance civile sans un objectif précis sur lequel on communique. Sinon, c'est trop vague. Comme je disais tout à l'heure, il faut communiquer sur les raisons de l'action. Il y a un effort de pédagogie publique à faire, de communication. Il faut aussi se fixer des limites, donc des lignes rouges. C'est-à-dire il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller et où on est prêt à ne pas aller, où on ne veut pas aller. Éventuellement communiquer dessus, d'ailleurs, publiquement.
Il faut aussi former les participants. Si on se lance dans des actions de désobéissance, il faut expliquer aux gens que ce qu'ils vont faire, c'est illégal, donc il y a des risques. Il faut leur donner les outils pour comprendre les enjeux et aussi les former, leur expliquer les bons réflexes à avoir s'ils sont arrêtés par la police ou s'ils sont en risque d'être arrêtés, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Il faut aussi être prêt à anticiper les conséquences à la fois médiatiques, juridiques et politiques. Ça va jusqu'à soutenir, on va en parler pour les activistes de Greenpeace, mais ça va jusqu'à soutenir, si on a des militants qui sont arrêtés, il faut avoir prévu des avocats qui sont disponibles et trouver une forme de soutien, soit financier, soit politique ou les deux. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long maintenant pour passer à la discussion, mais ce qui est clair, c'est que pour l'instant, on sent quand même une montée en puissance de la désobéissance civile ces derniers mois, ces dernières années. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Je vous disais, ce n'est pas nouveau. Moi, ce que je vois comme facteur d'explication, c'est d'abord un sentiment d'urgence et de blocage quand même assez important, en particulier sur les questions climatiques. Il y a quand même un gros sentiment que ça n'avance pas assez vite et que le monde politique, de manière générale, ne prend pas la mesure de l'urgence, en fait. Et donc, il y a un sentiment de frustration, et on voit ça très, très fort dans les jeunes générations, quoi. La tranche, disons, 16-25 ans, ils sont vraiment dans un sentiment d'urgence, et j'ai l'impression alors, ce n'est pas les seuls, heureusement, à le sentir, mais ça se dilue un peu, peut-être avec l'âge. C'est accentué aussi par les crises successives qu'on vient de connaître, je pense, à la fois cette succession de crises sécuritaires, sanitaires, climatiques, économiques, tout ça crée un sentiment de durcissement. On l'a vu dans d'autres cas de répression de la contestation sociale. Hein. C'est très, très flagrant en France. J'espère que ça n'arrivera pas à ce point en Belgique, mais il y a quand même des signes qui nous font dire qu'il y a des durcissements. C'est aussi alimenté par l'inefficacité, donc la relative efficacité, voire l'inefficacité des actions judiciaires. Là, il y a un exemple très, très clair, c'est la crise de l'accueil, puisque avec plusieurs associations, on a réussi à faire condamner l'État belge en justice, vous le savez pour la plupart, sous astreinte, et malgré ça, le gouvernement, sciemment, ne respectait pas les décisions de justice. Et donc, pour des organisations comme les nôtres, on obtient une décision de justice, on fait condamner l'État belge, et ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc, je ne vous cache pas que nous, à la Ligue, ça nous pose vraiment des questions de qu'est-ce que ça nous dit sur nos modes d'action, est-ce qu'on peut encore compter là-dessus, jusqu'à quel point, voilà, c'est vraiment, ça pose question. Et peut-être dernier élément d'attention, c'est justement cette répression, ce durcissement des forces de l'ordre qui est très flagrant en France, et on a l'impression qu'il y a une sorte peut-être de parallèle entre un durcissement de la répression policière et aussi un durcissement des actions, et que peut-être on est dans un engrenage qui à certains moments peut devenir un peu dangereux. Mais voilà, je laisse ça pour la discussion aussi. Pas être trop long. On est juste à très bien, c'est très bien. Voilà, avant de passer aux questions, je n'ai pas encore regardé dans le chat s'il y en a, mais on va peut-être évoquer vite fait le cas de Greenpeace. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le 19 avril, non, c'était quand? Je ne sais plus, c'était il y a 2-3 semaines. Voilà, donc c'est des activistes de Greenpeace qui, il y a 2-3 semaines, se sont rendus dans le port de Zeebrugge, en fait, et qui sont rentrés dans la propriété privée de Fluxys. Fluxys, c'est l'opérateur gazier en Belgique, donc c'est l'opérateur qui est chargé d'amener le gaz, de faire les infrastructures qui permettent d'amener le gaz chez les gens. Et voilà, Greenpeace a fait toute une enquête qui montrait en fait que cet opérateur a profité aussi de la guerre en Ukraine, notamment, et de l'arrêt de l'importation du gaz russe pour importer du gaz de schiste américain et plein d'autres choses. Je vous invite à aller sur leur site pour voir ce qu'ils ont constaté, mais voilà, ils ont décidé d'en faire une scie parce que, en tant qu'opérateur gazier, ils ne sont pas du tout dans les accords de Paris, et ils ne sont pas du tout en train de développer une politique et des actions qui permettraient de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de respecter les engagements qui ont été pris par la Belgique. Ils ont donc décidé d'aller faire une action de désobéissance civile et de rentrer dans le port de Zeebrugge, où ils ont été avec plusieurs canoës et kayaks, porter des banderoles, et c'est un peu la spécificité de Greenpeace aussi, des grimpeurs qui sont montés sur l'infrastructure, je ne sais pas quoi elles sont, mais en tout cas de monter avec des grimpeurs et d'afficher des slogans sur le gaz et sur l'implication de Fluxys.
comme à chaque action préparée, ils ont évidemment, enfin, de désobéissance civile, ils n'ont pas prévenu la police, mais ça a été fait sur place. La police est arrivée, tout s'est passé dans le plus grand des calmes. Et en fait, les 14 personnes qui étaient en mer et sur les infrastructures ont été arrêtées et ont passé 48 heures en garde à vue. La différence ici, c'est que c'est passé d'une arrestation administrative à une arrestation judiciaire, ce qui est quand même un cran au-dessus. Peut-être tu pourras nous expliquer la différence. Parce que l'arrestation administrative, c'est assez classique en termes de risque quand on fait une action de désobéissance civile. Donc, arrestation judiciaire, ils passent 48 heures en garde à vue, qui est le maximum légal. Hein, et ils auraient donc pu être, entre guillemets, libérés plus tôt, mais ils ont passé le maximum légal en garde à vue et ils sont cités à comparaître et ils passent en audience le 7 juin prochain au tribunal de Bruges. Et c'est, à ma connaissance, la première fois que ça arrive en Belgique que des activistes soient poursuivis et arrêtés et passent 48 heures en garde à vue pour donc une action de désobéissance civile qui est non violente et aussi, j'ai l'impression que tu l'as pas trop mentionné, mais qui n'a pas fait de dégâts. Parce qu'il y a non seulement, enfin, la violence, parfois on peut penser que c'est de la violence physique, mais ça inclut aussi les dégâts matériels qui peuvent être causés. C'était surtout ça le gros débat qu'il y avait, notamment avec les peintures qui avaient été jetées l'été dernier sur des tableaux qui étaient protégés par le vide. Donc, un des arguments, c'était de dire qu'il n'y avait pas eu de dégâts sur ces tableaux. Voilà. Donc, l'action ici de Greenpeace non violente et sans dégâts. Est-ce que c'est inquiétant ça? Parce que faut aussi dire qu'il n'y a rien d'illégal qui s'est passé dans le sens où, voilà, ils ont pris des risques et tu en as parlé, ils ont pris des risques, et ce qui s'est passé, en fait, fait partie de la branche de risque qui était possible, mais on est vraiment à, entre guillemets, le maximum de ce qui était risqué, quoi. Donc, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la désobéissance civile en Belgique? Est-ce que c'est inquiétant ce qui se passe ou est-ce qu'on peut dire, je me fais l'avocat du diable, hein, quelque part, ils l'ont cherché, ils sont rentrés sur un site, c'était dangereux, ils méritent. Mais est-ce que, plus loin que ça, est-ce que ça dit quelque chose sur les modes d'action dont tu parlais, notamment pour le secteur associatif? Oui. Alors, c'est un très bon exemple, hein, Greenpeace, parce que ça fait longtemps qu'ils pratiquent la désobéissance civile. C'est même une de leurs marques de fabrique, comme tu l'as dit. Alors, ils sont, comme ça fait longtemps et qu'ils connaissent bien ça, ils sont très préparés toujours. Ils se préparent bien, donc ils ne font pas les choses au hasard. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, jusqu'où ils le font, comment, avec qui. Donc, les choses sont bien préparées. Alors, dans ce cas-ci, d'abord, effectivement, c'est malheureusement pas nouveau le fait que des activistes soient poursuivis pour de la désobéissance. Avec le cas de faucheurs d'OGM ou de militants anti-expulsion qui avaient pratiqué la désobéissance civile et qui ont été poursuivis. Alors, certains condamnés, d'autres acquittés, certains condamnés avec des sursis ou de la suspension du prononcé, mais malheureusement, c'est pas nouveau. C'est un peu trop tôt pour dire pour voir dans la durée s'il y a vraiment une augmentation des poursuites. Alors, le fait qu'ils aient fait 48 heures, oui, effectivement, c'est difficilement justifiable, quoi. Le fait de maintenir 48 heures déjà, c'est vraiment pour empêcher un risque de trouble à l'ordre public, un danger, et on n'est pas du tout là-dedans. Donc, ça sent un peu quand même une décision vexatoire des autorités judiciaires pour décourager, pour dissuader ce genre d'action. Il n'y avait absolument pas besoin de maintenir 48 heures, qui, comme tu le dis très bien, est la limite légale. Au-delà de 48 heures, il faut être inculpé, en fait, ou être mis en détention préventive pour avoir commis des faits judiciaires, quoi. Et donc, sur le fait que ce soit des poursuites judiciaires et pas simplement des sanctions administratives, des poursuites administratives, oui, ça dit aussi quelque chose. Alors, ça, je ne sais pas, mais quelqu'un le sait, je ne sais pas s'il y a eu une plainte de Fluxis ou bien si c'est le parquet d'initiative. Non, il n'y a pas de plainte de Fluxis. Il n'y a pas de plainte. Ok, donc malheureusement, ça veut dire que le parquet a décidé de poursuivre judiciairement, ce qui est peut-être plus inquiétant, parce que donc c'est une initiative vraiment du parquet. C'est vraiment à suivre. C'est embêtant, quoi. Ça dit quelque chose. Ça s'inscrit dans ce mouvement plus large de criminalisation des mouvements sociaux. Alors, après, ils ont vraiment commis quelque chose d'illégal. Oui, mais ça, c'est le propre de la désobéissance, comme on le disait. Ils ont violé une propriété privée. Alors, il n'y a effectivement pas de dégâts. Ça, c'est une chose. Parce qu'effectivement, la violence, elle peut se produire contre des choses, du matériel ou des personnes. Et c'est évidemment une gradation. Ce n'est pas la même chose que de commettre des dégâts matériels que de commettre des dégâts contre des personnes. Ça, c'est très, très certain. Voilà, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, moi, je constate qu'il y a un chouette mouvement de solidarité, puisque l'audience est le 7 juin, je crois, et qu'il y aura une manifestation à Bruges pour les soutenir.
J'espère, voilà, le juge, s'il le veut, pourra soit prononcer une peine très très légère, soit les acquitter, mais ouais, c'est inquiétant. Ok. On va prendre. Donc, j'ai reçu 2 questions ici. C'est un peu petit là, j'arrive pas trop à lire. Mais donc, il y a, pour revenir à pourquoi obéit-on à la loi, par exemple, s'arrêter à un feu rouge la nuit alors qu'il n'y a personne. Quelles sont les grandes réponses que la recherche a pu apporter à cette question? Et alors, je vais directement mettre la deuxième question, comme ça tu peux répondre à tout. Y a-t-il dans l'histoire des moments de bascule où la désobéissance civile est devenue le mode d'action principal? Alors oui, la question de l'obéissance, elle est intéressante en fait parce qu'elle croise plusieurs motifs. Quand vous regardez dans la littérature, ou vous faites des sondages en disant, mais dans la rue, pourquoi, si vous demandez aux gens en micro-trottoir, pourquoi est-ce que vous obéissez à la loi, il y a beaucoup de choses que la première réponse soit, ben, c'est pour éviter la sanction, quoi. Ça, je pense, c'est la réponse spontanée de beaucoup de gens. C'est parce que j'ai pas envie de me prendre une amende en brûlant le feu rouge, même s'il y a plus de risques à 6 heures du soir qu'à 2 heures du matin dans l'exemple qui a été donné. Et donc la question, effectivement, c'est pourquoi nous, on choisit encore de s'arrêter au feu rouge à 3 heures du matin alors qu'il n'y a absolument personne. Bah, parce qu'on estime que ça a du sens, probablement. On se dit, bah oui, le feu est quand même là. Il pourrait y avoir une voiture qui arrive, ou si moi je commence à brûler le feu rouge à 3 heures du matin, peut-être ça va donner envie à d'autres de faire la même chose, et si plus personne ne le respecte, eh bien ça augmente le risque. Donc il y a quand même une dimension collective aussi d'acceptation des règles de vie en commun, parce que la circulation, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de questions de légitimité ou de justesse. Il faut qu'on décide si on roule à droite ou à gauche pour des raisons évidentes de sécurité, mais il n'y a rien de juste derrière ou d'injuste, quoi. Par contre, dans d'autres lois, par rapport à d'autres sujets plutôt, on peut aussi croiser ça avec une dimension justement plus axiologique, plus de justice en fait, en disant tiens, telle politique, je la trouve injuste, donc je serais prêt éventuellement à désobéir à la loi. Mais là, c'est plus difficile comme question parce que ce que je trouve juste ou injuste, c'est pas forcément ce que mon voisin trouve juste ou injuste. Si je trouve injuste qu'on expulse les migrants sans papier, mon voisin va peut-être me dire oui, c'est triste, mais c'est quand même la loi, ils n'ont pas de papier, ils doivent rentrer chez eux, quoi. Et donc là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de juge ultime de ce qui est juste ou pas juste en démocratie. La seule manière de juger ça, c'est de mettre le débat dans la place publique et de décider collectivement si oui ou non on abolit cette loi, si oui ou non on change cette loi ou cette pratique du gouvernement, quoi. Voilà, donc dans les motivations des gens, ça peut être un mélange de sens du collectif, un mélange de crainte de la sanction, un mélange d'adhésion à la loi, à la fois parce qu'elle a été votée valablement par le Parlement, mais aussi à l'objectif de la loi qui est poursuivi. Donc ça peut être un mélange de tout ça et ça peut varier selon le temps et les époques. Alors la question sur le point de bascule, elle est plus difficile parce que, à mon sens, il n'y a pas vraiment un point de bascule à l'échelle d'un pays, ou alors on est vraiment plus dans de la résistance à l'oppression, ou dans des temps de guerre, ou un pays occupé, en une dictature, on lutte contre, on fait de la résistance contre un régime profondément injuste et qui viole les droits humains à large échelle. Mais par contre, il y a eu des focalisations à des époques ou dans des moments historiques clés. Quand Gandhi fait les marches du sel en Inde pour rallier les gens à sa cause et protester contre l'occupation britannique, eh bien, il y a un moment historique en Inde avant l'indépendance, quoi, clairement. Il y a quelque chose qui se cristallise à ce moment-là. Pareil pour les mouvements des droits civiques aux États-Unis. Il y a vraiment eu, dans certains lieux, dans le Sud en particulier, des grands mouvements de désobéissance civile, des mouvements... voilà, on a cité Rosa Parks tout à l'heure. Rosa Parks, elle n'était pas isolée. Elle s'inscrivait dans un mouvement avec des associations militantes autour d'elle qui l'encadraient, et c'était planifié, ce n'était pas spontané, quoi. Donc voilà, c'est plutôt des moments, des époques en fonction des contextes historiques et géographiques. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'une loi juste? N'est-ce pas subjectif par rapport aux intérêts personnels? C'est vrai, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire il y a quelques minutes. On ne sera pas d'accord. Alors, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on sera assez vite tous et toutes d'accord ici, mais il n'y a pas de juge ultime de ce qui est juste ou pas juste. On peut. Alors, il faut croiser ça quand même avec. Il y a quand même un sentiment de justice, hein, faut voir ça comme des diagrammes. Je pense qu'il y a tuer son voisin, c'est injuste, c'est immoral, c'est illégal. Ça recouvre, si vous voulez, les dimensions légales, les dimensions morales, les dimensions de justice. Pour certains, le sens de la justice va venir du religieux. Pour d'autres, ça va être une morale personnelle.
Pour d'autres, ça va être un code éthique de vie. Mais clairement, on peut ancrer ça aussi dans le droit. Dans l'idéal, la loi est juste. Les droits humains sont fondamentalement fondés sur la philosophie des Lumières et sur quelque chose de juste, sur un traitement digne et humain de tous les êtres humains, hommes, femmes, quelles que soient leurs conditions. Et ça, c'est profondément juste, quoi. Après, dans certaines lois, je vous disais, il n'y a pas d'élément de juste ou pas juste. Mais parfois, le fait de rouler à gauche ou à droite, il n'y a rien de juste ou pas juste, il faut juste être d'accord. Mais parfois, sur des choses qui peuvent apparaître comme techniques, il peut y avoir des éléments de justice ou d'injustice sociale qui apparaissent. Par exemple, dans une taxe. Une taxe, ça peut apparaître très froid, c'est simplement faire de rentrer de l'argent pour le gouvernement. Mais en fait, la manière dont on taxe, le taux d'imposition, savoir qui on taxe et à quelles conditions, ça peut très vite devenir injuste, en fait. Donc, il peut très vite y avoir des questions de justice qui ressurgissent derrière des questions a priori plus techniques ou plus froides. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la question du juge dans le cas où tu as dit, donc, quand ça se passe au niveau du tribunal, il y a moins d'espace pour la discussion et pour le débat public. Par contre, est-ce que, reprenons le cas de Greenpeace, si les 14 activistes venaient, ou certains d'entre eux, venaient à être condamnés ou venaient à être acquittés, est-ce que ça ne va pas justement donner le ton et faire naître en fait un débat public autour de ça, quoi, en se disant tiens, il y a des activistes qui ont été condamnés, je pense que ça va remettre beaucoup de choses en question, ou en tout cas ça va susciter beaucoup de débats au sein de mouvements comme les nôtres. Est-ce que du coup ce qui se passe au final au tribunal ne peut pas être ce point de naissance-là du débat par la suite, quoi. Oui, clairement. Alors là, je pense qu'il faut distinguer ce qui se passe dans le tribunal et ce qui se passe autour du tribunal. Comme je vous le disais, le tribunal n'est pas vraiment équipé pour des débats de nature politique. C'est pas vraiment, c'est un peu, c'est pas très naturel pour les cours. Encore que certains procès ont été retentissants et historiques et ont marqué l'histoire parce que justement les accusés ou des prévenus ont réussi à transformer ce procès en procès d'une politique du gouvernement. Mais ça dépend des contextes historiques. Il y a des juges qui peuvent laisser plus ou moins faire ça, d'autres moins. Donc, c'est pas gagné, quoi. C'est pas parce que vous amenez la question politique dans le tribunal que vous allez vraiment avoir une tribune et que vous allez pouvoir vous exprimer politiquement. Il y a des juges qui ne vont pas vous laisser le faire. Mais par contre, en dehors du tribunal, évidemment, il faut exploiter ça au mieux et au maximum, quoi, avant, après le procès. Et comme je vous disais, il y a une dimension stratégique, là. Le fait de se laisser condamner quelque part, ou de dire au gouvernement, voilà, vous devez, si vous vous persistez dans cette politique ou cette non-politique, vous devez être prêt à condamner des gens publiquement parce que ça me semble tellement injuste, tellement scandaleux qu'on est prêt à aller jusqu'à se faire condamner pour obtenir une modification. Et donc oui, médiatiquement, c'est très fort, ça permet de rallier des gens à la cause. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a comme des gens qui sont condamnés, hein. C'est pas que un bel objet de communication, il y a quand même des gens qui prennent des risques. Et ce n'est pas tout à fait rien d'avoir une condamnation, éventuellement un casier judiciaire, ça peut avoir des conséquences, donc il faut prendre ça en compte aussi, et que les gens qui font ce genre d'action soient pleinement éclairés des risques qu'ils prennent. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Willie Pearce, j'espère que je le dis bien, parce que je dois admettre que je ne sais pas qui c'est, était acteur de désobéissance civile et que son inculpation était aussi un précédent? Absolument. Donc Willie Pearce, pour celles ou ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était un médecin belge qui a pratiqué des avortements. C'est vraiment un des pionniers du droit de l'avortement en Belgique. Et très clairement, le fait d'avoir le procès du docteur Pearce a marqué un tournant en Belgique où on se rendait compte que un médecin aussi respectable, aussi reconnu que Willie Pearce, qui était prêt à faire clandestinement, à violer la loi pour défendre les femmes, c'était très, très fort. Et ça a vraiment marqué les consciences parce que il n'y a rien à faire. On peut être, nous, des militants, mais quand ça vient d'un médecin qui pratique, il y a encore plus à l'époque, je pense, il y a vraiment une sorte d'aura de respectabilité autour du médecin, de la figure du médecin qui vient témoigner devant un tribunal et qui a trait devant un tribunal. Alors, la figure du médecin, peut-être, on peut le déplorer ou s'en réjouir, peut-être moins aussi grande aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque, mais c'était très symbolique et donc ça a certainement fait bouger la cause, quoi. C'est un bon exemple. Alors, autre question, ne peut-on considérer une loi juste que si elle obéit aux droits humains? C'est une très bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse. En tout cas, on peut dire l'inverse. Si elle est contraire aux droits humains, elle est certainement pas juste.
Alors, est-ce qu'il serait possible de respecter les droits humains et d'être malgré tout injuste? C'est compliqué comme question. Il peut y avoir des moments de conflit de droits à certains moments. Donc, je ne sais pas, moi, entre le droit, par exemple, à la liberté d'expression et le droit à la vie privée. Donc, un journaliste qui fait un sujet sur la vie privée de quelqu'un ou une personnalité publique, jusqu'à quel point commence et s'arrête la vie privée contre le droit de savoir ou le droit à la liberté d'informer. Voilà, il peut y avoir des conflits de droits qui font que à certains moments, ça frotte un peu et qu'une décision pourrait ne pas être juste, en tout cas perçue comme injuste par une partie, même si elle est respectueuse des droits humains. Pour revenir à ça, donc justement, où est la limite entre le droit de protester, la liberté d'expression et la désobéissance civile? Donc, jusqu'à quel point on peut justifier une action de désobéissance civile au regard de ces deux droits fondamentaux? Oui, alors, il n'y a pas, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de limite très très claire et très établie. La limite, c'est la limite théorique, c'est quand on viole la loi. Donc, on peut tout à fait manifester, on peut s'exprimer, ce qu'on fait tout le temps, vous, nous, tout le monde, sans violer la loi, et ça, c'est tout à fait permis en démocratie. Ça fait même partie des droits essentiels et fondamentaux en démocratie. À partir du moment où on viole la loi, on est dans la désobéissance civile. Mais, comme je vous disais, certains juges, quand des désobéissants étaient poursuivis, ont reconnu quand même que ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait au nom de la désobéissance civile et donc les ont acquittés. Il y a un exemple auquel je pense en France. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelait les décrocheurs. C'est des gens qui protestaient, pour protester contre la non-politique du gouvernement français en matière climatique, allaient décrocher des portraits dans les mairies. Vous savez qu'en France, c'est obligatoire d'avoir le portrait, comme dans les maisons communales en Belgique, le portrait du roi en Belgique et du président en France. Alors, c'est pas méchant, franchement, ça casse rien, ça mange pas de pain. Ils décrochaient simplement le portrait et parfois ils l'emmenaient, parfois ils le mettaient par terre. Et ils ont été poursuivis. Parce que quand même, crime de lèse-majesté, c'était vraiment... On ne pouvait pas laisser passer quand même la figure de Macron. Et donc, ils ont été poursuivis. Il y a quand même un juge en France qui a considéré que, ben non, en fait, il n'y avait pas eu de dégâts. On revient à cette question de dégâts. C'était totalement pacifique. Ça s'inscrivait dans un sentiment d'urgence. C'était bien expliqué. Et que, en fait, ça relevait de la liberté d'expression. Certes, c'était illégal, mais en fait, c'était pas bien méchant, ça blessait personne, ça n'a pas causé de dégâts, et donc ils ont été acquittés. Mais pour le même prix, un autre juge aurait décidé le contraire. Donc, il n'y a pas de certitude sur ce point. Ok. Alors, une arrestation, même administrative, peut-elle aboutir à une enquête de sécurité négative dans le cadre professionnel? Alors, normalement, non, mais il y a toujours un risque, quand vous êtes arrêté, que votre nom soit rentré dans la BNG, donc la Banque Générale de Données. Et donc, en fait, pas directement parce que vous n'avez pas été condamné, le fait d'être arrêté, vous n'êtes pas que vous soyez fiché. Et donc là, il y a quand même une zone grise qui fait que pour certains postes, effectivement, il faut obtenir des habilitations de sécurité, ce qui pose problème, hein, parce que certaines personnes se sont vues refuser cette habilitation de sécurité parce qu'elles sont connues pour avoir participé à des manifestations. C'est scandaleux. C'est l'exercice d'un droit démocratique et d'un droit humain fondamental. Et pour ça, certaines personnes ne reçoivent pas des habilitations de sécurité. Donc c'est dénoncé depuis longtemps, mais ça existe encore en Belgique. C'est pas arrivé. Ok. Les droits humains sont-ils réellement encore globalement considérés comme juste entre guillemets? Moi, je pense que oui, en tout cas dans les textes, certainement. Ce qui est, là où ça devient plus compliqué, c'est dans l'application ou la non-application des textes qui est faite par les gouvernements. C'est ça le problème. Alors, évidemment, dans les dictatures, hein, si vous êtes en Arabie Saoudite, en Iran, en Russie, c'est évident. Mais même dans nos démocraties occidentales, on ne peut pas dire qu'il y ait un gouvernement qui rende vraiment une feuille parfaite en matière de droits humains. Et donc, dans les textes, oui, les droits sont justes, mais la manière dont le gouvernement les fait respecter, là ça pose vraiment nettement plus question. Alors, encore une question ici. Dès lors que la désobéissance civile a une visée politique, ne peut-on dire qu'elle est d'abord un acte de communication? Est-ce que la presse, les réseaux sociaux sont-ils nécessaires à la désobéissance civile? Alors, c'est pas qu'ils sont nécessaires, mais de mon point de vue, il y a une vraie plus-value parce que c'est pas l'objectif premier. L'objectif, comme je vous disais, c'est de modifier la loi ou de modifier une pratique, ou de faire adopter une loi ou abolir une loi. Ça, c'est l'objectif. Mais par contre, si vous voulez obtenir l'adhésion, puisque c'est quand même ça, c'est de faire pression, et si vous êtes trois, vous risquez de ne pas faire beaucoup pression, quoi. Donc, il faut obtenir l'adhésion de la population.
quel meilleur moyen de faire connaître votre action que la presse ou les réseaux sociaux, en fait. C'est juste ça. C'est purement stratégique, quoi. C'est vraiment essayer de faire connaître l'action et de rallier le plus de personnes possible à une cause. Mais ce qu'on fait de la même manière dans une manifestation, dans une pétition elle est évidemment plus forte s'il y a 100 000 signatures que s'il y en a 200, quoi. Donc, c'est un peu les mêmes principes. Alors, attendez, je monte. Est-ce qu'un employeur comme Greenpeace, mais on peut aussi dire Amnesty International, peut-il demander à ses employés de mener à bien des actions de désobéissance civile que risquerait une telle organisation qui formulerait une telle injonction à son personnel? Non, en tout cas, une organisation ne pourrait pas imposer à ses salariés de violer la loi. Donc ça clairement, pas l'imposer. Par contre, pourrait tout à fait proposer ça comme en fait, il n'y a pas fondamentalement de différence entre les bénévoles et des salariés de ce point de vue-là. Mais il faut quand même, si j'étais l'organisation, je conseillerais de faire signer un petit document de consentement du travailleur ou de la travailleuse pour dire qu'il ou elle connaît les risques et accepte en toute conscience de participer à l'action. Alors, vouloir plus d'égalité entre les personnes est certainement juste, mais alors le droit de propriété et l'héritage sont des facteurs qui renforcent les inégalités, mais considérés comme injustes par la plupart. La désobéissance civile pourrait ainsi favoriser plus d'injustice. Les anti-avortements et la désobéissance civile pourraient faire basculer une loi. Oui, alors là, si on parle sur les questions d'héritage et du droit de propriété, ça va nous emmener un peu plus loin que le sujet de désobéissance civile. Mais fondamentalement, la deuxième partie, je trouve ça très pertinente, c'est de se dire, en fait, la désobéissance civile, c'est un outil qui n'appartient pas qu'aux causes progressistes et aux acteurs progressistes. En fait. Et on voit en particulier aux États-Unis que des adversaires du droit à l'avortement recourent aussi à de la désobéissance civile. Et c'est bien ça le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas le monopole de cet outil-là. Et donc, en fait, la seule manière, c'est que la question soit débattue publiquement. Il n'y a pas d'autre manière en démocratie. C'est qu'au bout du compte, ce soit débattu dans un Parlement et que si ça viole les droits humains, eh bien, il y a des recours possibles contre ces lois devant des tribunaux. Mais c'est compliqué, ça peut être utilisé par nos adversaires de la même manière que les droits humains. C'est la même chose. Les droits humains sont utilisés par nos adversaires idéologiques pour dire comme ça. Les adversaires du droit à l'avortement vont mobiliser le droit à la vie. Ils ont compris, ils ne sont pas idiots, donc ils défendent le droit à la vie. C'est ça qu'ils font. De la même manière, les adversaires du droit au mariage pour tous vont défendre le droit aux traditions. À la famille. Le droit à la famille. Voilà. Ok. Est-ce que les forces de l'ordre, et là je fais un petit point avec la conférence de la semaine dernière sur quels sont nos droits face à la police, est-ce que les forces de l'ordre ont-elles le droit de réagir autrement dans l'intervention, par exemple, en fonction de si l'action est une désobéissance civile ou non? Parce que par exemple, ce que Mathieu Bays expliquait la semaine dernière, c'est que les forces de l'ordre sont obligées, entre guillemets, légalement, de respecter tout rassemblement pacifique ou toute manifestation qui serait spontanée, etc. Parce que, en fait, le droit de manifestation et le droit de la liberté de se rassembler pacifiquement, etc., fait partie de nos droits fondamentaux. Est-ce que dans le cas où c'est de la désobéissance civile, est-ce qu'ils ont le droit de dire, ben non, en fait, là, vous enfreignez la loi, notamment en rentrant sur une propriété privée comme l'a fait Greenpeace, et ont-ils le droit de réagir autrement? Alors, oui et non. D'abord, Mathieu Bays a tout à fait raison de dire, et souvent on l'oublie, que c'est pas parce qu'une manifestation est interdite qu'on a interdiction de se rassembler, en fait. On a un peu souvent l'idée que si la manifestation est autorisée, tout va bien, mais que si elle est interdite, alors on n'a pas le droit d'y aller. En fait, c'est faux. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez le droit quand même d'y aller, pour autant que ce soit totalement pacifique et que vous ne trouviez pas l'ordre public. Donc, venir à une manifestation non autorisée ne veut pas dire arrestation automatique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que les policiers sont obligés d'en tenir compte? Non, ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Si vous violez la loi, si un policier veut faire une application très mécanique de la loi, bah, vous violez la loi, il peut vous arrêter. Maintenant, en pratique, le plus souvent, les policiers quand même qui encadrent des manifestations ou des actions de manifestation, type désobéissance civile, ils tiennent compte du contexte. Ils tiennent compte du contexte, non seulement parce que c'est dans les directives des forces de l'ordre, de tenir compte du contexte, de chercher la désescalade de manière générale,
mais aussi parce qu'ils sont en lien avec les autorités communales la plupart du temps. Hein. S'il y a une action sur le territoire d'une commune, le chef de zone ou le policier en charge sur le terrain, il va être en lien avec le bourgmestre. Et donc, le bourgmestre va généralement essayer d'apaiser un peu les choses, surtout si ça s'inscrit dans un contexte de désobéissance civile. Mais ce n'est pas garanti non plus. Il n'y a aucune garantie de ça. Souvent, ce qui se passe aussi, pas toujours, mais souvent ce qui se passe, c'est que les organisateurs d'une action de désobéissance civile, sauf quand vraiment ils veulent la garder secrète, prennent contact par avance avec les forces de l'ordre, avec la police, avec le bourgmestre pour dire une action va avoir lieu sur le territoire de votre commune ou de votre zone de police, ce sera pacifique, vous inquiétez pas, mais il va quand même se passer des choses. On vous demande voilà jusqu'où on ira ou on n'ira pas. Donc il y a moyen d'entrer en négociation aussi avec la police pour espérer avoir un regard bienveillant sur l'action, quoi. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? J'en vois pas dans le chat. Je sais pas si Antoine est en train d'en noter une. Mais moi, je voulais quand même aussi faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec Greenpeace et cette loi qui est en discussion en ce moment sur... Enfin, moi, je suis pas juriste, donc j'ai peur d'utiliser les mauvais termes, mais donc de faire rentrer dans le code pénal la possibilité d'interdire à quelqu'un qui aurait commis un délit de lui interdire de manifester pendant une période qui irait de 3 à 6 ans. Donc, c'est une loi qui est extrêmement problématique et qui, j'ai l'impression, est encore plus problématique dans le cadre de la désobéissance civile parce que, imaginons que les activistes de Greenpeace soient condamnés alors ils sont poursuivis pour entrer dans un port maritime, je crois, avec des circonstances aggravantes comme quoi ils étaient en groupe. Donc, s'ils sont condamnés pour ça, est-ce qu'ils pourraient, avec cette loi, être du coup condamnés aussi à une interdiction de manifester pendant une période de 3 à 6 ans? Donc, je le répète pour le dire parce que ça semble quand même ahurissant, c'est-à-dire que des activistes de Greenpeace, dont c'est la marque de fabrique de faire de la manifestation, on va dire, pourraient être condamnés de ne plus manifester parce qu'ils ont fait une action de désobéissance civile. Est-ce que c'est bien ça? Et peux-tu nous expliquer en quoi, du coup, cette loi est très problématique et est-ce que vraiment elle l'est encore plus dans le cadre de la désobéissance civile? Oui, ben alors, bravo pour le non-juriste, mais non, c'est très clair, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être juriste pour tout. C'est effectivement une interdiction de manifester, en fait, mais qui est très, très problématique. En fait, ce que le discours politique, c'est de lutter contre les casseurs. Donc les gens qui viennent dans la manifestation, qui n'ont rien à voir avec le but de la manifestation, qui viennent juste pour casser. Mais d'abord, ça a toujours existé, de un. Et de deux, le code pénal et la police sont largement assez équipés pour lutter contre les casseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'adopter une loi de quoi que ce soit. Si les gens commettent des actes de dégradation, soit contre des bâtiments, des voitures, des biens ou des personnes, ils peuvent tout à fait faire l'objet d'une arrestation. D'ailleurs, ça se fait régulièrement. Et puis, ils peuvent être poursuivis et éventuellement condamnés. Donc, on n'a pas besoin de cette loi. Et le danger, non seulement c'est un danger de principe qui fait que, en droit pénal, tant qu'on n'a pas commis une infraction, ben, on est innocent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été condamné une fois pour des violences dans une manifestation qu'on va nécessairement être violent dans une autre manifestation. Donc, il y a quand même une présomption d'innocence une fois qu'on a été condamné, qu'on a purgé sa peine. Et alors, le parallèle qui est fait avec... en fait, le parallèle, c'est l'interdiction dans les stades. Hein. C'est ça l'argument qui est de dire, quand les gens étaient violents dans les stades de foot, eh bien, on peut éventuellement les condamner à une interdiction de stade pendant une durée déterminée. Et je trouve qu'il est quand même difficile de soutenir la comparaison entre l'interdiction d'accès à un stade pour un match de foot ou un match de sport, quel qu'il soit, avec l'exercice d'un droit fondamental comme manifester. C'est pas dans le même registre, quoi. Et encore, le match de foot, on peut même le voir à la télé, quoi. Donc, c'est vraiment pas du même ordre. Et évidemment que c'est très risqué pour que le filet, je dirais, qui vise les casseurs, en fait, risque de prendre dans le filet d'autres types de personnes, et à commencer par les activistes qui font de la désobéissance civile, très clairement, mais aussi des syndicats dans les piquets de grève qui éventuellement font une manif ou qui brûlent des pneus ou qui brûlent des palettes sur la route. Ça se fait très régulièrement. Et aujourd'hui, ce sont des modes de manifestation qui sont admis et admissibles, et je pense admissibles, et qui doivent continuer à pouvoir s'exercer. Donc, il y a un vrai risque. Vraiment un vrai risque. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Ligue, Amnesty et d'autres, les syndicats, on est monté au créneau, et on va encore le faire dans les prochains jours, pour dénoncer ce projet, qui vient malheureusement de France, et c'est parmi les mauvais exemples qu'on a été prendre en France. Oui. Donc, si un activiste de Greenpeace est condamné pour être rentré dans le port de Zeebrugge, il pourrait ne pas aller à la manifestation climat du 3 décembre prochain. Alors,
Dans cet exemple-là, non, parce que la loi n'est pas votée et qu'il n'y a pas de Oui, mais si elle était votée. Mais si elle était votée, okay. Oui, la question est oui. Alors, la question derrière ça, c'est de se dire, est-ce qu'on va limiter à toute manifestation de manière générale ou est-ce qu'on va dire c'est uniquement dans les manifestations climatiques ou sur les questions migratoires? Ça n'a pas de sens, en fait. On se rend compte que c'est impraticable, quoi. Mais oui, dans ton exemple, clairement. Okay. Alors, encore une question. Est-ce que l'objection de conscience est-elle de la désobéissance civile légale? Alors, on joue un peu sur les mots, là. On n'est pas loin de ça. Oui, on est presque là-dedans, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, en fait. Ce n'est pas la même chose, je vous l'ai dit, puisque l'objection de conscience, c'est une posture individuelle. D'abord, c'est légal, mais c'est une posture individuelle qui refuse le service militaire, c'est l'exemple que j'ai pris, mais qui ne demande pas de changer la loi. Il y a d'autres exemples qui sont plus problématiques parce qu'encore une fois, l'objection de conscience, ce n'est pas utilisé que par des gens progressistes, hein, c'est aussi utilisé comme une arme politique à certains moments. Je pense notamment à des maires en France qui, au départ, quand la loi sur le mariage pour tous a été votée, il y a certains maires qui ont déclaré qu'ils refuseraient de marier des couples homosexuels. C'est une forme d'objection de conscience. Est-ce que c'est admissible? Alors là, la discussion est encore plus compliquée parce que on parle d'un personnage public qui doit remplir une fonction publique. Et donc, est-ce que c'est admissible qu'un maire refuse de marier un couple homosexuel au nom de sa conscience? Alors, on peut discuter de ça. On pourrait se dire qu'en fait, non, il doit remplir sa fonction publique, indépendamment de ses convictions personnelles, il doit le faire, quoi qu'il en pense. On pourrait aussi se dire, moi je serais plutôt de cet avis-là, de se dire, c'est peut-être acceptable alors que lui ne pratique pas la cérémonie, mais qu'un de ses adjoints le fasse, parce que ce qui est important, c'est que les gens puissent se marier. Fondamentalement, que ce soit le maire qui les marie ou un adjoint au maire, peut-être qu'on s'en fout, peut-être que ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que les gens puissent exercer leur droit à se marier en étant du même sexe. Ça, c'est le plus important. L'objection de conscience, en fait, elle a reconnu maintenant un regain d'intérêt aussi du côté des opposants de l'avortement. C'est quelque chose qui mobilise très très fort dans une série de pays. Quand ils n'arrivent pas à obtenir l'abolition de l'avortement, ou en tout cas, ils voient que l'avortement est légalisé, ce qu'ils essaient d'obtenir, ce qu'ils obtiennent la plupart du temps, c'est un droit d'objection de conscience des médecins. Alors, on peut se dire que c'est tout à fait censé d'octroyer un droit d'objection de conscience à un médecin, de ne pas forcer un médecin à pratiquer un acte qui est médical fort et contre sa conscience, mais ce qui est important, c'est que l'acte puisse être posé. Et le problème, c'est que dans certains pays, et je pense à l'Italie en particulier, il y a un tel pourcentage d'objecteurs de conscience que ça devient difficile dans certaines régions de trouver un médecin qui va poser l'acte. Et donc là, il y a un conflit qui peut naître entre le respect du droit à l'objection de conscience des médecins, mais aussi le fait qu'il faut garantir aux femmes qui en ont besoin de pouvoir avorter dans de bonnes conditions partout dans le pays. Ouais. Alors, les personnes racistes, sexistes, homophobes, etc., qui lancent des messages appelant à la haine, commettent une action illégale au nom d'une certaine idéologie politique. Pourraient-elles se revendiquer de la désobéissance civile ou celle-ci n'est réservée qu'aux personnes qui pensent comme nous? Non, c'est pas du tout réservé aux personnes qui pensent comme nous. Et simplement poster un message de haine sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est illégal. Donc, dans ce sens-là, c'est de la désobéissance, mais c'est pas vraiment de la désobéissance civile. Ce qui serait de la désobéissance civile, c'est de dire, par exemple, militer en Belgique pour l'abrogation de la loi Moureau, la loi antiraciste de 1981, se dire, voilà, moi j'estime qu'au nom de la liberté d'expression, je dois pouvoir dire que tous les juifs doivent être tués parce que, voilà. Ça tomberait dans la loi de 95, ou à propos raciste, quel qu'il soit, que tous les noirs, par définition, sont tous paresseux et vont à rien, quoi. Et au nom de la liberté d'expression, je veux pouvoir dire ça. Et donc, je milite, je fais une action de désobéissance civile pour militer pour l'abrogation de la loi de 1981. J'espère, je veux croire que ce genre d'action de désobéissance civile fera un flop immédiat parce que, collectivement, en Belgique, on réaffirmerait la légitimité de cette loi qui est de dire elle n'est pas là pour rien, on estime que le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et donc elle doit être maintenue, et donc il est hors de question de l'abroger. Et donc, en fait, ce mouvement, j'espère, ne va pas attirer suffisamment de gens pour déclencher un processus politique qui mènerait à l'abrogation de la loi. Pour revenir sur la question de la violence, vous dites qu'il y a trop de points de vue différents sur ce qu'est la violence, ce qui est légitime, etc. Faut-il un cadre plus clair pour éviter que la justice se fasse, elle aussi, son point de vue? C'est une question compliquée, la violence, il n'y a pas de réponse absolue. Là, je pense que si on faisait un sondage, on ne serait pas tous d'accord sur où est la limite de la violence, qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable, contre les biens, contre les personnes. Je pense qu'on serait presque tous d'accord et toutes d'accord pour dire que contre les personnes, c'est à peu près jamais acceptable. Contre les biens, ça se discute déjà beaucoup plus, sauf dans des cas extrêmes de résistance à l'oppression.
Donc voilà, il n'y a pas de réponse, ça fait partie un peu du protocole d'action qui doit être mis en place si on veut faire une action de désobéissance civile, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ça peut être tout à fait stratégique de dire nous, on est totalement non violent. C'est ce que Gandhi faisait, là où d'autres vont dire non, il faut s'entendre sur la violence, la situation est déjà très violente, donc peut-être qu'à un moment, on peut brûler une voiture pour montrer qu'on n'est vraiment pas content, quoi. Donc voilà, ça c'est des discussions qu'il faut pouvoir avoir et clarifier avant de se lancer, je pense, dans une action de désobéissance, parce que sinon ça risque de brouiller le message en fait. Il faut que vous soyez vraiment clair sur ce qu'on est prêt à faire et pas faire et pourquoi on le fait. Okay. Alors ici, je vois qu'Olivier dit qu'à titre d'exemple, en Israël, l'objection de conscience n'est reconnue que pour des motifs religieux, pas pour des motivations pacifistes ou humanistes. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle virtuelle? Il nous reste 10 minutes, tout pile. 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Je vais vite regarder, moi, dans la liste de questions que j'avais, s'il y en a une encore. Oui, oui, c'est tout relatif à la violence ou est-ce que la désobéissance rentre-t-elle dans le cadre du droit à la manifestation? Mais ça, je crois qu'on est d'accord, on y a répondu. Ouais. Mais jusqu'à quel point on peut utiliser... J'ai l'impression que cet argument est quand même fort interne, entre guillemets, à nous qui estimons... Enfin, quand je dis nous, je mets les mouvements citoyens et sociaux... on dit, ben voilà, en fait, on a le droit d'utiliser tous les modes d'action à notre disposition et la désobéissance civile en fait partie, mais c'est un argument qui n'est pas forcément toujours entendu par les autorités. Non. Et ça, c'est au cas par cas par les autorités. Oui, mais c'est comme le droit de manifestation. Le droit de manifestation, il n'est pas propre au mouvement progressiste. Si l'extrême droite veut manifester, je suis désolé, il faut laisser l'extrême droite manifester aussi. Oui. Alors, si des propos antisémites sont tenus pendant la manifestation, il y a des poursuites qui sont possibles, mais on ne peut pas interdire l'extrême droite de manifester. Je pense que c'est vraiment mettre la main sur une pente extrêmement glissante, en fait. Donc voilà, les politiques qui autorisent ou qui n'autorisent pas les manifestations ne sont pas juges du contenu du message, en fait. Il faut pouvoir autoriser, sauf, alors il est possible d'interdire une manifestation dans des cas extrêmes de risque avéré pour l'ordre public, mais c'est vraiment en dernier recours qu'on interdit une manifestation. Et le risque d'une contre-manifestation n'est pas non plus un argument suffisant pour interdire une manifestation. Donc, pour être clair, si on a un groupement d'extrême droite qui manifeste sur une commune et qu'il y a une contre-manifestation organisée par des antifascistes sur la même commune, eh bien, le bourgmestre ne peut pas dire, écoutez, on met la balle au centre et on interdit tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le bourgmestre doit garantir, et la zone de police doit garantir la possibilité d'expression pour tout le monde, faire en sorte que les cortèges ne se croisent pas pour limiter les risques. Autre chose est que si les services de renseignement portaient à la connaissance des policiers qu'ils savent qu'il y a des armes qui vont être infiltrées dans la manifestation d'extrême droite par hypothèse et qu'il y a un vrai danger, ben oui, alors là, ils sont fondés à interdire, mais il faut vraiment des éléments tangibles. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est un recours devant le Conseil d'État qui pourrait invalider une interdiction de manifester. Et a raison, ça s'est déjà fait plusieurs fois en Belgique. Ok. Je demande une dernière fois s'il y a encore des questions. J'ai l'impression que pas. J'espère qu'on va du coup s'arrêter là. Ah, si, il y a encore une question qui vient de sortir. De Laurent Deutsch. L'étape qui suit la désobéissance civile, notamment en matière de protection de l'environnement, c'est la légitime défense qui, elle, autorise la violence. Les pouvoirs publics n'ont-ils dès lors pas intérêt à se montrer un peu tolérants vis-à-vis de la désobéissance civile? Oui, c'est une bonne question, la légitime défense. Alors, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, mais ce ne sera pas la première fois qu'on tord un peu une notion juridique pour défendre les causes qu'on défend. Donc, dans la notion de légitime défense, il y a vraiment une action d'immédiateté et de gradation, en fait. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un parce qu'il est en train de vous voler quelque chose, quoi. Il faut rester dans une sorte de proportion. Les affaires qu'on entend souvent, où un pharmacien se fait cambrioler et a tué son voleur, ce n'est pas de la légitime défense, quoi. On n'est pas là-dedans. Donc, est-ce qu'on pourrait invoquer la légitime défense dans les questions climatiques?
ouais, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça pourrait valoir le coup d'être tenté, mais il y a quand même cette idée que ça doit être directement contre. Il y a un lien de causalité, quoi. Et donc, il faudrait vraiment que ce soit directement contre l'acteur qui. Alors, est-ce que l'action ou l'inaction du gouvernement ne serait pas considérée comme trop large, à mon avis, trop large, avec trop de facteurs pour dire que. Donc, voilà, je pense qu'en fait, pour les actions climatiques, l'état de nécessité est quand même, à mon avis, une meilleure piste. Mais peut-être qu'on arrivera à tester quand même, à force que rien ne marche, on arrivera peut-être quand même à tester la question de la légitime défense. Et enfin, est-ce que le droit européen peut soutenir une désobéissance civile liée à l'instruction en famille? En France, ce droit à l'instruction hors des établissements vient d'être supprimé et nous sommes dans les derniers recours. Je ne sais pas si cette problématique existe en Belgique. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, j'imagine que oui, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas en Belgique, mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même moyen de faire de l'instruction à domicile en Belgique à certaines conditions. Mais en fait, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain parce que je ne connais pas du tout la question. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Petit mot technique, je n'arrive pas à avoir la note d'au-dessus parce que la déconnexion du pad. Donc, je sais un peu. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette. Ah, je vois que Dominique, tu as levé la main, mais on ne t'entend pas. Voilà, j'ai mis mon micro, je l'avais désactivé parce que je suis une bonne élève. D'abord, merci beaucoup. J'ai l'impression de ressortir avec plus de... C'est extrêmement riche et intéressant. J'ai l'impression de ressortir avec plus de questions, des questions que je ne m'étais pas posées jusqu'à maintenant, mais c'était l'objectif. Non, simplement, sur cette question, oui, l'instruction en famille existe en Belgique, je le sais, mais malheureusement, l'Europe, c'est pas qu'il y a trop d'Europe, il n'y a pas assez d'Europe, et l'Europe n'a pas de compétences dans ce domaine particulier. Hein. N'oubliez jamais que ce n'est pas qu'on a trop d'Europe, c'est qu'on n'en a pas assez. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la désobéissance civile, mais c'est intéressant aussi d'en être conscient. Merci. Merci Dominique pour les précisions. Maryse, je vois que tu as aussi... Oui, c'est parce que j'avais posé une question dans le chat et tu l'as évacuée. Dans les questions climatiques, tu la vois? Non, je ne la vois pas et en plus, la souris est déconnectée, donc j'arrive plus à remonter. D'accord. Dans les questions climatiques, on voit difficilement comment utiliser la désobéissance civile pour faire changer la loi. On peut faire des manifestations, mais on voit bien que ça laisse les autorités indifférentes. Et par contre, à part faire des actions dans le genre de celle de Greenpeace, mais qui ne réunissent pas les foules. Moi je me demande, c'est très bien les manifs, hein, moi je vais aux manifestations climatiques chaque fois, mais on a vu qu'il y a parfois des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles. Qu'est-ce que ça fait changer? J'étais ce matin à une autre conférence sur les indicateurs qu'on utilisait et on voit qu'on n'avance pas beaucoup parce qu'on utilise tout le temps le produit intérieur brut comme mesure. Or, on sait bien que tant qu'on reste là, on ne va pas pouvoir faire changer beaucoup de choses qui influenceraient les questions climatiques et tout le monde s'y accroche. Et donc, il n'y a aucune personne dans les politiques qui se penche sur la question et qui bouge. Donc, moi, je me dis comment est-ce qu'on pourrait, de quelle civile pour faire changer l'opinion des politiques sur le climat. Alors, il y avait des petits bugs, mais je crois que j'ai compris l'essentiel de la question. Peut-être justement, c'est parce que les manifestations ne marchent pas et qu'il y a un sentiment d'urgence en parallèle qu'il va falloir passer à des actions de désobéissance civile. Alors laquelle, ça c'est la bonne question. En fait, l'idéal c'est de trouver des choses qui soit font vraiment peser sur le gouvernement, on commence à bloquer des choses, une vraie pression sur le gouvernement, ça a un coût pour le gouvernement, de la même manière qu'une grève qui n'a pas de coût n'est pas efficace. Soit des actions qui sont vraiment à grande échelle, qui peuvent être des choses symboliques, qui peuvent être des petites désobéissances, qui pourraient trouver quelque chose, alors je n'ai pas la réponse, mais trouver quelque chose que monsieur et madame tout le monde peut faire facilement, parce que tout le monde n'est pas prêt à s'engager. Il y a comme un coût d'entrée assez important pour s'engager dans une action de désobéissance civile, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, et par contre il peut y avoir des petites choses qu'on pourrait imaginer, des petites violations symboliques où les gens le feraient savoir sur les réseaux pour manifester en fait leur opposition à la loi ou à l'absence de politique du gouvernement sur les questions climatiques, quoi. Mais voilà, il y a moyen d'imaginer une sorte de montée en puissance comme ça, et peut-être qu'un jour on arrivera à de la légitime défense, effectivement, j'espère que non, mais peut-être qu'un jour on en arrivera là. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer ici. Merci à tous et toutes pour votre participation. J'ai quand même envie de mentionner un livre qui est très intéressant,
qui s'appelle, je ne sais plus l'auteur et je veux pas écorcher son nom parce qu'il a un nom compliqué, mais le titre c'est Comment renverser un dictateur quand on est petit, sans armes et petit, sans armes et nul, quoi. Enfin, limite, quoi. C'est ça. C'est un excellent livre qui explique des techniques de désobéissance civile et légale aussi, justement, comment utiliser des outils légaux aussi pour faire changer les choses. Donc, si vous tapez sur Google comment faire tomber un dictateur quand on est petit, sans armes, et il me manque un mot, mais je suis sûre que vous allez le voir apparaître, et Antoine a mis le lien dans le chat, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à suivre, à continuer à suivre nos activités sur le droit de manifester, parce que si vous avez suivi nos 3 conférences, je pense que vous avez pu sentir que on est sur une pente qui n'est pas forcément rassurante à ce niveau-là, notamment au niveau de cette loi. Et n'hésitez pas non plus à soutenir les activistes de Greenpeace. Si vous allez sur leur site, il y a toutes les infos nécessaires quant à leur procès à venir et les actions de solidarité qui peuvent être faites. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Merci Pierre Arnaud aussi, Merci surtout beaucoup bonsoir, pour bonsoir. ton expertise, c'était très clair et très intéressant.